Mai 1987. S'ouvre une affaire singulière que les mémoires n'oublieront pas. L'affaire Klaus Barbie est une affaire aussi importante pour l'histoire que pour le droit, tant et si bien que cette affaire jugée en France a pourtant une portée internationale. Le procès de Klaus Barbie constitue le premier procès pour crime contre l'humanité tenu en France et marque un tournant majeur dans la justice et la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. 650. C'est le nombre de personnes juives et résistantes que le chef de la Gestapo de Lyon a déportées. Meurtrier de Jean Moulin, il sévit entre 1942 et 1944. Klaus Barbie a longtemps cru pouvoir fuir impunément ses crimes. Après la guerre, il s'est enfui en Bolivie, où il a vécu tranquillement pendant près de 40 ans, sous le faux nom de Klaus Altmann. Mais en 1972, le journaliste français Ladislas de Hoyos l'a piégé avec ingéniosité lors d'une interview. Il lui a posé une question en français, révélant ainsi que le prétendu Altmann parlait couramment la langue. Puis il a fait toucher une photographie pour relever ses empreintes digitales. Ces preuves ont finalement permis aux autorités de le localiser et de l'arrêter à La Paz en 1983. Son arrestation a été un moment de justice tant attendu pour les survivants et leurs familles, qui n'avaient jamais cessé de le rechercher et d'y croire. Le 11 mai 1987 s'ouvre l'audience qui permettra de juger le haut dignitaire nazi dans la cour d'assises de Lyon. 37 jours d'audience, intégralement filmés grâce à Robert Badinter. Des centaines de parties civiles, des dizaines de témoignages poignants, c'est un procès lourd dont l'atmosphère grave ne trompe personne. Barbie, alors âgé de 73 ans, nie les accusations les plus graves, bien que les preuves soient accablantes. Barbie lui-même n'assistera pas au procès. Und dass ich hier physisch vor Ihnen stehe, Je voudrais vous dire que je suis citoyen bolivien. verdanke ich nur dieser illegalen. Si je me trouve aujourd'hui présent ici, c'est parce que j'ai été expulsé illégalement. Nicht mehr vor diesem Gericht hier C'est zu erscheinen. pour ces raisons que je n'ai donc plus l'intention de paraître devant ce tribunal. Und ich bitte Sie, Herr Präsident, Et je vous demande, mich Monsieur le Président, in die Haftanstalt St. Joseph zurückbringen zu lassen. de me faire reconduire à la prison Saint-Joseph. Les journaux s'affolent. La défense, assurée par l'avocat iconoclaste Jacques Vergès, tente une tactique manifestement immorale. Il n'y aura pas la scène des victimes face à leurs bourreaux, qu'attendait la presse française. Klaus Barbie est donc jugé pour crime contre l'humanité, notamment pour la rafle du 9 février 1943, au siège de l'Union générale des Israélites de France, événement durant lequel 91 personnes seront déportées. Il est également jugé pour l'instruction de la rafle des enfants d'Isieux, ayant eu lieu le 6 avril 1944, sans doute un des crimes les plus atroces de Barbie, qui enverra 51 personnes, dont 44 enfants, vers une mort quasi certaine. Les témoignages poignants de victimes font revivre une histoire des plus atroces sous les yeux du tribunal. Nous étions donc là-bas sur place, mon frère d'un côté, moi d'un autre, et subitement, j'ai vu rentrer des gens en civil, crier très fort en allemand, revolver en poing, Hände hoch, qui veut dire main en l'air, Gestapo, mettez-vous de côté. Et évidemment, c'était une terreur parce que nous savions, et la plupart des personnes qui étaient sur place comprenaient ce qui pouvait leur arriver. Et on m'a pris les papiers, on m'a mis de côté, on était 2 ou 3 qui avions des cartes d'identité de non-juifs. Et ensuite, je suis parti. Mon frère, il est resté. Il a été déporté à Auschwitz avec tout ce que cela comporte comme malheur. Et quand je suis venu à la maison, j'ai dit à mes parents, moi je suis là, mais mon frère, il ne reviendra plus. On a fait la prière des morts. Excusez-moi. J'ai pris mes parents, mes sœurs, et on est reparti à Chambéry parce que je ne pensais pas que la destinée pouvait me sauver une deuxième fois. Le lendemain matin, j'ai fait connaissance de Barbie.
Il était 10 heures du matin, on m'avait décrit le bonhomme, si bien que je n'ai eu aucune peine à le reconnaître. Barbie était toujours armé d'une schlag et frappait sur tout ce qui était à sa portée. Et quand il n'avait personne à frapper, il frappait ses bottes. Si bien qu'on l'identifiait quand il arrivait parce qu'on entendait les craquements de fouet qu'il donnait sur ses bottes. Barbie était un sauvage, je ne saurais jamais assez le répéter. Le soir, à minuit, j'ai eu la baignoire. Barbie, quand je suis entrée dans la salle de bain, Barbie était là, qui surveillait les robinets. La séance a commencé, une grande brute me pinçait le nez et une autre, avec une vieille boîte à biscuits rouillée, j'avais remarqué la boîte, ils m'ont entonné de l'eau dans la bouche ouverte, puisqu'on me pinçait le nez, j'étais obligée d'ouvrir la bouche. Après les victimes, c'est aux 39 avocats de la partie civile de plaider. Serge Klarsfeld, avocat d'une centaine de personnes, commence sa plaidoirie par citer le nom des 44 enfants déportés dans la rafle des enfants d'Isieux. La défense, assurée par un seul homme, Jacques Vergès, mais assisté par 2 avocats, n'emporte pas les jurés ainsi que le président du tribunal. Sa plaidoirie, qui ne laisse aucune émotion et empathie pour les victimes, est même qualifiée par certains d'immorale. 6 heures de délibération vont suivre. C'est à plus de minuit que le verdict tombe. La cour d'assises a reconnu Barbie coupable des 17 crimes contre l'humanité qui ont été retenus contre lui et l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Klaus Barbie meurt 4 ans après, en prison, le 25 septembre 1995. L'affaire Klaus Barbie revêt une importance majeure dans l'histoire du droit pénal et international français. Elle marque le moment où le droit pénal français s'est approprié la notion de crime contre l'humanité issue du droit international, en construisant progressivement une jurisprudence fondamentale sur plusieurs décennies. Avant le procès de 1987, Klaus Barbie avait déjà été jugé par contumace en 1952 et 1954 pour crime de guerre. À première vue, cela semblait clore le dossier sur le plan juridique. Or, une distinction cruciale s'imposait entre crime de guerre et crime contre l'humanité, distinction qui allait transformer toute l'approche répressive face aux atrocités nazies. L'arrêt de 1985 de la Cour de cassation a décidé que les crimes commis contre les résistants, qualifiables de crimes de guerre, devaient être reconnus comme des crimes contre l'humanité imprescriptibles lorsqu'ils sont perpétrés de façon systématique et au nom d'un État pratiquant une politique d'hégémonie idéologique contre les adversaires de cette politique. C'est précisément ce qui permit de relancer la procédure contre Barbie, malgré les précédentes condamnations. Le point de rupture fondamental réside dans la prescription. Le principe d'imprescriptibilité, résultant des dispositions du statut du tribunal militaire international de Nuremberg annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et de la résolution des Nations Unies du 13 février 1946, régit en tous leurs aspects la poursuite et la répression des crimes contre l'humanité. Ce principe fait obstacle à ce qu'une règle de droit interne permette à une personne déclarée coupable d'un crime contre l'humanité de se soustraire à l'action de la justice en raison du temps écoulé. Les crimes de guerre, eux, se prescrivaient selon le droit commun. La Cour de cassation a affirmé avec force la supériorité du droit international sur le droit interne français concernant les crimes contre l'humanité. Constituent des crimes imprescriptibles contre l'humanité les actes inhumains et les persécutions qui, au nom d'un État pratiquant une politique d'hégémonie idéologique, ont été commis de façon systématique, non seulement contre des personnes en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse, mais aussi contre les adversaires de cette politique, quelle que soit la forme de leur opposition. Cette formulation engloba dès lors à la fois les persécutions raciales et religieuses et celles dirigées contre les résistants politiques. Sur le plan de la définition substantielle du crime contre l'humanité, plusieurs éléments constitutifs se dégagent de la jurisprudence Barbie. La perpétration d'un crime contre l'humanité exige que les individus se servent d'un appareil d'État ou de moyens que leur offrent des groupements financiers importants. Le crime doit avoir été commis à l'instigation ou sous la direction d'un gouvernement, d'une organisation ou d'un groupe. Le mobile racial, national, religieux ou politique est inhérent au génocide et à certaines persécutions constitutives de crimes contre l'humanité. Il n'existe donc pas de crime contre l'humanité commis par un individu isolé, agissant pour son compte personnel.
Le contexte d'État, la systématisation et la visée idéologique constituent les piliers du concept. Le procès lui-même révéla la complexité procédurale inhérente au jugement de tels crimes. À la suite de la plainte d'associations de résistants et de victimes qui saisissent la Cour de cassation, celle-ci décide par un arrêt du 20 décembre 1985 d'un quatrième chef d'accusation. Actes d'arrestation, torture et déportation de juifs ou de résistants pris isolément. Cette extension des chefs d'accusation montra comment la jurisprudence se construisait de manière progressive, réagissant aux demandes des victimes et affinant constamment la notion. Le statut du tribunal de Nuremberg demeure le document fondateur de la définition du crime contre l'humanité. Cependant, celui-ci, datant de 1945, n'était qu'une forme initiale et esquissée. La Cour de cassation française, en statuant dans l'affaire Barbie, fit œuvre de précision et d'élargissement. Elle établit que le critère décisif réside dans la nature systématique de l'action et dans son inscription au sein d'une politique d'État caractérisée par une volonté d'hégémonie idéologique. C'est cela qui transcende la simple criminalité ordinaire, même massive, pour accéder à la catégorie de crime contre l'humanité. Un autre aspect très important concerne la temporalité. Contrairement à d'autres infractions, les crimes contre l'humanité, à la différence des crimes de guerre, sont considérés comme imprescriptibles, c'est-à-dire qui n'est pas susceptible de s'éteindre par prescription. Leur auteur peut être poursuivi tant qu'il est encore vivant. Cette imprescriptibilité reflète une décision politique et morale majeure. Il existe certains crimes tellement graves qu'ils ne peuvent jamais être oubliés légalement, et la poursuite reste possible à titre infini. La supériorité du droit international sur les règles d'extraterritorialité constitue un élément révolutionnaire de la jurisprudence. En raison de leur nature, les crimes contre l'humanité dont une personne est inculpée en France où ils auraient été commis ne relèvent pas seulement du droit interne français, mais encore d'un ordre répressif international auquel la notion de frontière et les règles extraditionnelles qui en découlent sont fondamentalement étrangères. C'est cette reconnaissance qui permit à la Bolivie d'extrader Klaus Barbie vers la France, privilégiant un ordre juridique international sur les obstacles procéduraux traditionnels. Enfin, dans le dernier arrêt Barbie de la Cour de cassation du 3 juin 1988, qui confirma la condamnation, celle-ci affirme que le principe d'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité ne prévoit pas davantage d'exceptions. Cette décision consolide ainsi une jurisprudence constante et parfaitement stable. L'affaire Barbie se distingue donc comme le moment où la France a intégré la notion de crime contre l'humanité, la précisant, l'élargissant et établissant que certains actes commis au nom d'un État totalitaire revêtent une gravité tellement exceptionnelle qu'ils échappent aux règles ordinaires de la prescription comme de la compétence territoriale. Jacques Semelin disait sur le génocide que ce n'était pas un accident de l'histoire. Il dit « Il est le syndrome le plus grave de la pire maladie de l'homme, sa violence. Comme la guerre, le génocide est la manifestation spectaculaire de la faculté de l'homme à s'autodétruire. » C'est la fin de ce podcast. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.